Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, cette visioconférence est proposée par Home Transition. Elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne. Je vous remercie à tous d'être présents aujourd'hui. Avec Laure, nous allons parler aujourd'hui nutrition et plus précisément l'équilibre alimentaire et les aidants. Donc l'équilibre alimentaire pour les aidants. Donc moi je suis Pascal, je suis là pour résoudre les problèmes techniques et aujourd'hui ça a commencé. Et puis C'est au point. répondre à vos questions que vous pouvez poser en direct dans la barre de conversation. Si vous nous regardez en replay, sachez qu'à la fin de cette visioconférence en direct, nous ouvrons les micros des participants qui peuvent intervenir et poser leurs questions aux intervenants. Donc, je vous invite à nous rejoindre en direct sur les prochaines visioconférences en tapant go.movadom.com/visio. Vous avez le lien normalement dans la petite description sous cette vidéo dans YouTube. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et à partager et à vous abonner. Laure, je te laisse contrôler les diapos, te présenter et puis nous expliquer l'équilibre alimentaire pour les aidants. C'est là où je. Voilà, parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Laure, diététicienne nutritionniste depuis la grisaille normande. Mais heureusement, on est plein d'énergie et on arrive avec la peps et l'envie d'apprendre des choses et de partager ensemble des connaissances et des expériences. Donc, aujourd'hui, nous allons participer ensemble à une conférence sur l'équilibre alimentaire et les aidants. En fait, on est tous aidants d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour des personnes vieillissantes, souffrant d'un handicap, pour des enfants qui ont besoin d'une prise en charge un peu particulière, ou des fois pour une pathologie auprès d'un membre de notre famille ou de notre conjoint. Et donc, le but, c'est vraiment d'essayer de voir ensemble, par rapport à l'équilibre alimentaire, comment on peut faire pour aider au mieux nos aidés sur le risque plus particulièrement de dénutrition. Puisqu'on sait tous qu'à partir du moment où on souffre d'une pathologie, de vieillissement, d'un handicap, eh bien, nos besoins corporels vont être différents. Et donc, il va falloir les réajuster. Alors, on réajuste soit par un traitement, si la personne nécessite une prise en charge médicamenteuse ou médicale, mais on peut aussi jouer au quotidien sur un équilibre alimentaire plus adapté. Voilà. Sachant qu'on parle bien d'équilibre alimentaire, et donc pour vous aussi, en tant qu'aidant, cela peut être intéressant d'avoir une bonne hygiène de vie pour être sûr de maintenir votre cap, d'être en bonne santé et en bonne forme, à la fois moralement et physiquement, pour pouvoir aider les personnes au mieux dans ce que vous faites au quotidien. Donc, la définition d'un aidant, c'est une personne qui vit et agit dans l'entourage immédiat d'une personne malade, souffrante ou en perte d'autonomie. C'est pour ça que je disais, on est tous aidants d'une certaine manière. Alors, avec un plus ou moins facile, mais on est tous aidants. Et on parle aussi des fois d'aidants familiales ou d'aidants informels. Donc, le but, c'est vraiment d'essayer de trouver des réponses pratico-pratiques sur l'équilibre alimentaire pour pouvoir répondre au mieux à cette aide que vous apportez, à la fois alimentaire, morale, psychique, physique, voilà. Donc, souvent, on fait le lien entre aidant et vieillissement, mais pas que. Alors, on est bien d'accord, il n'y aura pas que ça. Par contre, c'est vrai que c'est quand même intéressant de cibler aussi le vieillissement dans les différentes actions que nous pouvons avoir en tant qu'aidant. Tout simplement parce que la population vieillit, que le but, c'est de garder les personnes de plus en plus longtemps à domicile parce qu'on sait que c'est là où elles sont le mieux finalement et où il y a une prise en charge qui correspond au mieux à leurs habitudes. Il y a moins de cassures et de ruptures par rapport à des centres adaptés ou à des hospitalisations. Donc le vieillissement, si on devait avoir une définition, c'est le fait de devenir vieux et c'est un ensemble de phénomènes qui marquent l'évolution d'un organisme vivant vers la mort. Alors, c'est pas très très drôle, mais on va voir qu'on peut aider aussi à ce que le quotidien soit un peu plus fun et un peu plus agréable avec des notions de plaisir aussi qui sont importantes. Donc, la définition du vieillissement, elle est celle-ci. Maintenant, on sait aussi que le vieillissement va jouer sur un certain handicap, sur une prise en charge particulière, sur une
une prise de médicaments qui peut être aussi plus ou moins importante en fonction du patient. Donc, le vieillissement de la population, on sait que la population est de plus en plus nombreuse, mais surtout de plus en plus âgée. Et en 2070, la France pourrait gagner 700 000 habitants et compter 68,1 millions de personnes contre 67,4 millions actuellement. Les plus de 65 ans représenteraient alors quasiment 29% de la population contre un cinquième aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est vraiment un sujet d'actualité et que c'est maintenant nous devons tous agir pour trouver les bonnes habitudes, les bons réflexes, les bonnes prises en charge pour qu'à la fois nos personnes aidées puissent vivre le mieux possible dans un environnement adapté et serein, et que nous, en tant que personnes aidantes, nous puissions avoir les ressources nécessaires pour le faire correctement sans nous épuiser. J'attire quand même votre attention que souvent, c'est plutôt les aidants qui craquent ou qui flanchent avant les aidés. Donc ça, il faut aussi faire attention sur le fait que tout ce qu'on va dire aujourd'hui peut avoir un impact aussi sur vous indirectement et directement. Donc, vigilance, on dit effectivement que souvent, on parle d'aidants pour le vieillissement, mais pas que, comme je vous l'ai dit, ça peut être maladie, handicap ou autre. Et on est tous acteurs directement ou indirectement, ou de près ou de loin, pour aider quelqu'un. Je veux dire, quand vous aidez votre voisin pour aller faire ses courses, vous êtes aidant. Quand vous aidez un enfant à faire ses devoirs parce qu'il a un trouble dyslexique ou un problème HPI ou ce genre de choses, et bien dans ces cas-là, vous êtes aussi un aidant. Donc tout ça est important. Et hier, c'était la journée des aidants. Donc ça tombe vraiment bien qu'on ait cette formation aujourd'hui parce que justement, on n'en a pas vraiment beaucoup parlé, je trouve. Alors vous allez me dire, il y a beaucoup malheureusement de malheurs et de choses dont nous devons parler dans l'actualité, mais ça aussi fait partie de nos actualités. Et comme je le disais, la population vieillit et la population est aussi de moins en moins en bonne santé, donc il faut pouvoir rebondir et que nous restions en tant qu'aidants en bonne santé pour pouvoir gérer au mieux l'aide et la bienveillance que nous apportons autour de nous. Donc nos besoins et nos dépenses. En fait, l'équilibre alimentaire, c'est l'équilibre physique. C'est-à-dire que nos besoins vont dépendre de l'énergie que l'on dépense au quotidien. Cette énergie que vous dépensez au quotidien quand tout va bien, il y a un certain nombre de calories que vous dépensez. Par contre, si vous êtes vieillissant, si vous êtes malade, si vous avez un gros rhume, si vous êtes fatigué ou fatigable, eh bien, on va voir que nos besoins augmentent. Et c'est là où il faut pouvoir aussi répondre au mieux par rapport aux dépenses. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre ce que je dépense et ce que j'ingère pour que finalement notre organisme il ait tout ce dont il ait besoin pour que ça fonctionne correctement. Si tout d'un coup, j'ai des dépenses qui deviennent beaucoup plus importantes par rapport à ce que je suis capable d'apporter, eh bien, il y a un décalage dans un sens ou dans l'autre. Et donc, ce qu'il faut, c'est trouver aussi notre juste poids, notre juste équilibre alimentaire pour maintenir un état de bonne santé ou en tout cas maintenir un état de santé optimum pour pouvoir réagir au mieux en fonction de nos besoins et de nos dépenses. Donc ça, c'est vraiment important aussi de savoir qu'on a besoin de ça. On a besoin de prendre conscience que nous avons des besoins, nous avons des dépenses et que nous devons trouver un juste milieu entre les deux. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est ce que vous dépensez quand vous ne faites rien. En gros, quand vous dépensez, quand vous dormez, pardon, vous allez dépenser un certain nombre de calories. Tout simplement parce que votre cœur bat, vous continuez de respirer, parce que vous allez plus ou moins rêver, parce que le matin, la première chose que vous faites, c'est d'aller aux toilettes. Des fois, vous y êtes même allé pendant la nuit. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ben, vous avez dépensé de l'énergie, vous avez une routine qui n'est pas directement pour lequel vous n'êtes pas conscient, mais que votre organisme, lui, dépense de l'énergie pour continuer de tourner correctement. Eh bien, si vous êtes malade, comme je le disais, si vous faites beaucoup d'activité physique, si vous avez de la température, si votre organisme est en train de combattre contre un traitement aussi, contre une chimiothérapie, contre je sais pas moi, une insuffisance cardiaque ou ce genre de choses, eh bien, votre métabolisme de base, lui, va s'augmenter. C'est-à-dire qu'il va dépenser plus de calories à ne rien faire. D'où l'intérêt de répondre au mieux par nos besoins alimentaires pour qu'on soit sûr qu'on arrive à trouver le juste équilibre et qu'on ne puise pas trop dans nos réserves et donc nous rajouter de la fragilité là où nous n'en avons pas besoin.
Donc, les besoins de notre organisme, c'est comme je vous disais, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base, ou appelé dépenses énergétiques de repos, parce qu'effectivement, notre organisme n'est jamais réellement au repos, et qu'à ce métabolisme de base, on va ajouter nos dépenses énergétiques du quotidien, qui peuvent être accentuées avec un facteur pathologique ou un facteur de vieillissement. D'ailleurs, on le voit bien, quand vous avez un gros rhume ou quand vous avez, je sais pas moi, une bonne gastro, souvent vous êtes vraiment très fatigué, très fatigable. Vous voyez bien que vous n'avez plus d'énergie. Et c'est pas à ce moment-là où vous avez de l'appétit pour manger plus, alors que c'est vraiment ce qu'il conviendrait de faire. Mais on n'y arrive pas. Donc l'idée, c'est aussi de trouver des ruses pour qu'on maintienne un équilibre alimentaire adapté sans forcément augmenter les portions. On va le voir ensemble. Donc l'équilibre alimentaire, il apporte à notre organisme tout ce dont il a besoin pour répondre aux diverses dépenses énergétiques journalières. C'est vraiment un problème de journée et pas un problème de semaine ou de week-end. Parce que si vous attendez la fin de la semaine pour surcompenser, ben, vous avez déjà un certain nombre de calories qui sont parties dans le vide et qui n'ont pas été renouvelées finalement. Donc, vous accentuez le fatigable, vous accentuez le fatigué, vous accentuez aussi le fait que votre organisme, il a moins d'énergie pour rebondir et que votre système immunitaire non plus n'a pas suffisamment pour rebondir. Donc, l'équilibre alimentaire, si on devait le résumer, c'est la pyramide que vous avez sous les yeux. Donc, l'équilibre alimentaire, on est bien d'accord, c'est manger de tout en quantité adaptée en fonction de nos dépenses. Donc, nos dépenses sur vous et moi qui est en bonne santé, où tout va bien, eh bien, finalement, ce qui va jouer par rapport à hier ou demain, c'est si j'ai fait de l'activité physique ou pas. Et si effectivement, nous, il commence à faire un peu froid, est-ce que je dois un peu plus thermoréguler au niveau de ma température corporelle que ce que je le faisais hier, où il faisait plutôt doux et pas humide. Voilà. Pour le cas normand. Donc voilà, donc l'équilibre alimentaire, c'est vraiment la notion de ce que j'apporte à mon organisme pour qu'il reste en bonne santé en fonction de ce que j'aime et de ce que j'aime pas, bien évidemment, en fonction de ce que je vais dépenser comme énergie sur mes différentes journées. Donc vous voyez que la base de l'équilibre alimentaire, ce sont la famille des féculents, tout ce qui est pâtes, riz, pommes de terre, blé, semoule, tout ce qui va être légumes secs, lentilles, flageolets, ou tout ce qui est céréales dans sa globalité. Ça peut être tout ce qui va être boulgour, quinoa, ce genre de choses, entière, complète ou semi-complète ou raffinée. Ça va être aussi tout ce qui est farine au sens large. Donc les farines au sens large, c'est ce qui fait le pain, mais c'est ce qui, pareil, va faire un gâteau, va faire une pâte à tarte, une pâte à pizza, oui, une pâtisserie, un gâteau, un biscuit. Et puis, effectivement, tout ce qui va être pâtisserie, pâte à tarte, voilà. Tout ça, c'est vraiment la famille des féculents. Cette famille des féculents, c'est celle qui nous apporte le plus d'énergie. Et ça va nous apporter de l'énergie disponible dans les 3 à 4 heures qui suivent le moment où vous l'avez consommé. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous ingérez des pâtes, du riz, des pommes de terre, du pain, et le moment où vous allez le digérer, il se passe 3 à 4 heures. Ce qui permet à la fois d'avoir une sensation d'être rassasié, de ne plus avoir faim, et en même temps, ce qui vous permet d'avoir de l'énergie disponible pour l'utiliser au quotidien, et puis en attendant que ce soit digéré par votre organisme, puisque tout sera utilisé, et si tout n'est pas utilisé, ça va être stocké. Donc, il en faut à chaque repas en quantité adaptée pour être sûr de tenir jusqu'au repas suivant. Et le soir, il faut aussi en consommer parce que souvent, entre le moment où vous mangez le soir, il va être 19h30, 20h, 20h30, et le moment où vous faites le petit déjeuner, eh bien, qui peut être entre 7h et 9h, il peut se passer entre 10 et 12 heures de jeûne nocturne, c'est-à-dire de moment où vous ne mangez pas. Et on a vu tout à l'heure que notre métabolisme de base, il est calculé sur quand je ne dépense rien, quand je dors, en gros. Donc, on voit que la dépense énergétique est quand même loin d'être négligeable quand on est au repos. Donc, cette famille-là, elle est importante. Elle est importante en quantité adaptée par rapport aussi à la dépense énergétique que je vais avoir. Vous et moi, si cet après-midi, vous êtes en train de m'écouter assis dans votre canapé ou sur votre fauteuil, votre dépense énergétique n'est pas très importante. Si hier après-midi, vous êtes allé aux champignons en forêt et que vous avez marché 10 km, plus le fait de se baisser, de porter la lourde charge, de crapahuter, d'avoir des montées et des descentes, eh bien, vous avez dépensé beaucoup plus d'énergie que ce que vous faites en ce moment. Donc ça va aussi être ajusté par rapport, la quantité et la qualité va être ajustée par rapport à la dépense énergétique que vous allez avoir.
toujours pareil, la dépense énergétique peut être liée au vieillissement, à une pathologie, puisque votre organisme, lui, il va surcompenser une faiblesse de votre organisme. Et donc, quand on dit qu'il faut en consommer à chaque repas, je donne toujours le référence, le point de ma main. C'est-à-dire que habituellement, on va dire c'est le point de ma main et on adapte en fonction de notre morphologie. Si effectivement on fait une activité physique, on peut doubler ou tripler le nombre de points. Donc ça, c'est vraiment important. Que ce soit des produits complets, semi-complets ou raffinés, je dirais que ça n'a pas tellement d'importance à proprement parler à partir du moment où vous variez ces sources de féculents. Ce qui va varier, par contre, c'est si vous avez un énorme appétit et auquel cas, le fait d'aller vers des produits semi-complets ou complets, la mastication va être plus importante et donc vous allez peut-être en manger un peu moins. Ensuite, nous avons la famille des fruits et légumes. La famille des fruits et légumes, elles sont là parce qu'elles vont vous apporter principalement de l'eau, des vitamines et des minéraux. Alors, plus de vitamines que de minéraux pour les fruits et plus de minéraux que de vitamines pour les légumes. Il convient justement pour optimiser les vitamines et les minéraux d'aller vers des produits de saison, puisque c'est là où la nature nous donne ce dont nous avons besoin au meilleur moment par rapport à la météo et par rapport à ce qu'elle est capable de nous fournir. Maintenant, si vous pouvez aussi aller vers des produits de légumes et de fruits en conserve ou en surgélation, puisqu'ils sont mis en conservation ou en surgélation dans les 2 heures qui suivent, 2 à 3 heures à partir du moment où ils ont été récoltés. Donc la perte en vitamines et minérales sur ce type de produits basiques, je ne parle pas des produits transformés, est quasiment neutre. Il n'y a pas de perte en vitamines et minéraux, alors que des fois, votre concombre qui est depuis 10 jours dans le bac à légumes, il peut être un petit peu plus impacté par la perte en vitamines et minéraux. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est d'en consommer à chaque repas pour les légumes, donc midi et soir, sur le même référentiel que mes féculents. Et le fait d'avoir et légumes et féculents à chaque repas, dans les mêmes proportions, eh bien, vous allez voir que cette fameuse complémentarité des fibres alimentaires vous permet à la fois d'avoir une sensation de rassasiement plus intéressante, parce que si vous mangez que des haricots verts, ben, vous avez faim au bout d'une heure et demie, 2 heures, et en même temps d'avoir une complémentarité de fibres alimentaires qui vous permet d'avoir, je dirais, des bonnes fibres alimentaires pour avoir un transit assez intéressant. Voilà. Tout ce qui est fruits, on va en consommer 2 à 3 portions de fruits par jour. Une pomme, une orange, un quart de melon, ça va être 2 kiwis, 3 clémentines, ça peut être une petite poignée de fruits secs ou oléagineux, ça peut être une petite compote. Attention au jus. Si vous devez presser une orange, vous voyez bien que dans le verre, il n'y a pas grand-chose. Alors que si vous consommez déjà un petit verre de jus de fruits, verre type verre à eau classique, vous avez déjà entre 2 et 3 portions de fruits. Donc là, déjà, ça ne va pas. OK. Donc ça, c'est important aussi de faire attention aux proportions et de les valoriser, de changer aussi, de ne pas manger que des haricots verts, par exemple, d'essayer de valoriser les produits de saison et de changer un peu pour le côté gustatif, pour les fibres alimentaires et puis pour les minéraux et les vitamines. Donc ça, on va en consommer à chaque repas en quantité adaptée. Et pareil, les quantités, c'est idéalement en même proportion que les féculents pour les légumes et 2 à 3 portions de fruits par jour. Ensuite, nous avons la famille des protéines, tout ce qui est viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer, tout ce qui va être produits laitiers. Cette famille-là, elle est importante parce qu'elle vous apporte des protéines. Les protéines, c'est ce qui nous permet d'avoir des muscles en bonne santé, c'est ce qui nous permet de tenir debout, d'être bien assis, de se tenir droit, d'avoir un réflexe musculaire aussi. Et donc ça, il faut en consommer régulièrement en quantité adaptée. Tout ce qui est viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer, ça va vous apporter des protéines, plus du fer héminique, c'est-à-dire de qualité intéressante parce qu'il va être facilement absorbable par votre organisme pour tout ce qui est viande en règle générale, viande, abats. Et pour tout ce qui est crustacés, produits de la mer et poissons, ça va vous apporter de l'iode. Tout ce qui est viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer, vous allez en consommer 1 à 2 fois par jour. Et la référence, c'est la taille de la paume de ma main, à peu près. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire que ce n'est pas la peine d'en consommer beaucoup ou de trop. Il faut en consommer régulièrement en quantité adaptée par rapport à nos réels besoins.
Et tout à l'heure, nous verrons que c'est là où, quand nos besoins augmentent à cause du vieillissement, du handicap, d'un traitement, c'est peut-être à ce niveau-là où il faut peut-être essayer de réaugmenter aussi les apports, puisque en vieillissant ou quand on n'est pas très bien, souvent c'est une famille qui est un peu délestée parce que ça demande à mastiquer, ça peut être fatigable, on peut être fatigué par le biais de devoir digérer cette famille alimentaire qui est un petit peu plus compliquée à digérer que les deux autres que nous avons cités. Voilà. Et donc, si on ne consomme pas du tout de viande, poisson ou œufs ou produits de la mer, dans ces cas-là, sachez que vous pouvez doubler la mise en farine, type féculent, type produits pommes de terre, riz, pâtes et ce genre de choses, puisque la complémentarité des acides aminés essentiels végétaux sera de même valeur biologique qu'un œuf. Donc, au niveau physiologique, l'apport en protéines sera tout à fait adéquat si vous doublez la mise en féculents par rapport à une source de viande, poisson ou œuf. Voilà. Ça peut être une option pour les gens qui n'ont plus du tout de goût ou d'appétence pour la viande, ou si parce que vous avez décidé de changer de régime alimentaire ou de maintenir un régime alimentaire sans viande, sans poisson, sans œuf. Voilà. Ensuite, vous avez dans cette famille-là les protéines laitières, donc les protéines du lait, qui va être le lait, les petits suisses, les yaourts, le fromage. Et donc ça, ces protéines-là, elles sont de la même valeur biologique qu'un œuf, puisqu'elles sont d'origine animale. Et cette famille vous apporte aussi du calcium. Le calcium est important pour avoir un squelette et des os en bonne santé. Donc ça, c'est vraiment important aussi de maintenir ça parce que pour tenir debout, il nous faut un squelette. Et pour que le squelette tienne bien et soit d'aplomb, eh bien, il faut une capacité musculaire pour le soutenir. Si vous prenez les références d'Oscar, le squelette qui est dans les salles de sciences et vie de la Terre en collège, il y a toujours les tiges de fer. Hein. C'est-à-dire que vous, votre tige de fer, c'est votre capacité musculaire. Donc, c'est vraiment important aussi de se souvenir que l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, les produits laitiers, on va en consommer 2 à 3 fois par jour et c'est l'équivalent d'un yaourt, d'un verre de lait, d'une part de fromage et c'est le V de la victoire, hein, c'est pas la moitié du camembert. Faites attention quand même aux sources de fromage cachées. Si vous faites par exemple des spaghettis bolo et que vous mettez du gruyère râpé sur vos pâtes, c'est une source de produits laitiers. Tout ce qui est yaourt nature, yaourt aux fruits, ce genre de choses, sans souci. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on consommera aussi une source de produits laitiers à chaque repas ou une source de fruits en fonction de nos habitudes alimentaires. Ensuite, vous voyez, plus on se rapproche du haut de la pyramide, moins c'est nécessaire, c'est vital pour notre organisme, mais c'est quand même présent. Et donc, tout ce qui est les matières grasses ajoutées, l'huile, le beurre, la crème fraîche, la margarine, eh bien, ils sont aussi présents dans cette famille alimentaire, dans nos familles alimentaires et donc dans notre pyramide, tout simplement parce qu'ils vont nous apporter des vitamines A, D, E, K, que l'on ne trouve que dans cette famille alimentaire et donc qui sont importantes. Nous, on ne sait pas les fabriquer, d'où l'intérêt quand même de les avoir par le biais de notre alimentation. Ces matières grasses vont aussi nous permettre de renouveler nos cellules. Nous sommes en perpétuel renouvellement cellulaire. C'est comme ça, c'est le jeu, ça fait partie de notre vie, de notre mode de fonctionnement. Et donc, pour les personnes qui sont malades ou vieillissantes, le renouvellement se fait moins vite, d'où l'intérêt quand même d'avoir des bonnes matières grasses, de bonne qualité nutritionnelle, pour pouvoir aider à renouveler aussi nos cellules, que ce soit physique, intellectuelle, voilà, dans leur globalité. De plus, les matières grasses vont aussi vous apporter des acides gras essentiels, je pense plutôt dans les huiles et les matières grasses d'origine végétale. Et ces acides gras, ils sont essentiels parce que vous ne les fabriquez pas. Donc, on en a vraiment besoin, comme les oméga 6, oméga 3, et donc c'est vraiment important. L'huile, c'est 100% de matière grasse, quelle que soit l'huile. C'est-à-dire que vous preniez de l'huile de colza, l'huile d'arachide, l'huile de tournesol, c'est toutes 100% de matière grasse. Ce qui va varier, c'est la qualité des acides gras essentiels qui les composent et la qualité des acides gras. C'est-à-dire que tout ce qui va être les huiles en oie, noix, soja, colza, sont des huiles qui ont des propriétés avec des omégas qui sont volatiles. Et c'est pour ça que ce sont des huiles que l'on ne va pas consommer à chaud. On les consommera qu'à froid pour être sûr de ne pas perdre justement ces bons omégas. Par contre, les autres huiles peuvent se consommer à chaud et elles sont prévues pour et il n'y aura pas de dégradation pour ça.
Alors après, est-ce qu'on prend de la première pression, de la deuxième pression? Voilà. Alors ça dépend de notre budget, ça dépend de nos habitudes. Mais ce qui est sûr, c'est que les huiles, il convient de les varier pour pouvoir avoir des acides gras essentiels dans leur globalité. Si vous êtes tout seul et que vous n'avez pas envie d'avoir 36 milliards de bouteilles d'huile, dans ces cas-là, vous pouvez aussi consommer tout ce qui est les isio. Alors, je cite une marque, Isio 4, puisque là, vous avez 4 associations d'huile dans une même bouteille. Donc, ça peut être intéressant aussi. En ce moment, l'huile d'olive prend un boom au niveau de la tarification. C'est bien l'occasion aussi de varier les huiles et d'aller vers de l'huile de noix, l'huile de colza, l'huile d'arachide. Voilà, pensez à ça aussi, ça peut être intéressant. Le beurre et la margarine sont tous les deux à 82% de matière grasse. Ce qui va faire la différence, c'est que le beurre sera une matière grasse d'origine animale, alors que la margarine sera une matière grasse d'origine végétale. Qui dit animal dit cholestérol. Le cholestérol, pour faire le lien entre le bon et le mauvais, ce qu'il faut, c'est que le rapport soit de 1. C'est-à-dire que si vous avez trop de bons et trop de mauvais, tout va bien. Si vous avez trop de bons, pas assez de mauvais, ça ne va pas. Et si vous avez trop de mauvais et pas assez de bons, ça ne va pas non plus. Et donc, pour vous souvenir de quel est le bon du mauvais cholestérol, le HDL, c'est le H de héros, donc le bon cholestérol. Et le LDL cholestérol, c'est le L de loser. Donc, le beurre et la margarine, on peut en consommer en quantité raisonnable, bien évidemment. C'est une noisette de beurre sur les haricots verts et pas la moitié de la plaquette de 50 ou de 500 grammes même. Donc voilà. Et puis la crème fraîche, qu'elle soit liquide, épaisse, c'est 30% de matière grasse. Pour les produits basiques, pour les produits allégés, c'est différent. Donc il vaut mieux mettre un petit peu plus de crème fraîche que trop de beurre, en fait, d'un point de vue nutritionnel. Et ça a son importance réellement, que l'on soit en bonne santé ou que l'on soit sur une santé un peu fragile, ou même pour les enfants, parce que ça nous sert à avoir des bonnes acides, des bonnes vitamines A, D, E, K, des acides gras essentiels et à renouveler nos cellules. Donc, c'est vraiment important. Et ensuite, tout en haut de la pyramide, nous avons tout ce qui est trop gras, trop salé, trop sucré. C'est-à-dire que nutritionnellement parlant, ça n'apporte rien à notre organisme, voire ça le dessert un peu, parce qu'on aurait tendance plutôt à stocker qu'à utiliser ses réserves énergétiques. Par contre, gustativement et intellectuellement parlant, pour le moral des troupes, c'est important. Et donc, des fois, il vaut mieux manger un carré ou deux carrés de chocolat dans des conditions de pleine conscience ou bien installées, plutôt que se manger le paquet, la tête dans le placard, où vous allez être frustré, vous allez culpabiliser, et donc on n'aura réussi à rien. Et on sait aussi que pour les personnes qui sont malades, vieillissantes, avec un handicap ou ce genre de choses, mais finalement, j'aurais tendance à dire aussi chez les enfants et surtout chez les ados, la dynamique alimentaire est quand même primordiale. C'est-à-dire que souvent, ça rythme les journées et vous n'avez pas fini le repas qu'on vous demande déjà ce que vous allez manger, ce qui va être servi au repas suivant. Et donc ça, c'est aussi important de se dire que la notion de plaisir gustatif, la notion de savoureux, la notion d'odeur, la notion aussi de couleur dans l'assiette peut aussi aider à créer une dynamique, une envie de manger qui est quand même intéressante. Puisque la quantité, oui, puisqu'elle doit être adaptée par rapport à nos besoins, mais la qualité et le côté gustatif vont faire en sorte que sur certains patients, soit vieillissants, soit avec un problème pathologique, ben peut-être que la gourmandise permettra de prendre 2 ou 3 cuillères de plus, alors que si c'est pas très bon, si ça sent pas bon et si c'est pas très bien présenté, eh bien, ce sera peut-être 2 ou 3 cuillères de moins. Et là, c'est ce qui peut faire la différence aussi au niveau de nos apports énergétiques totaux journaliers. Et puis, vous voyez que cette pyramide alimentaire, la base de la pyramide alimentaire, donc la famille des féculents, est placée sur du bleu. Donc, la réelle base commence par l'eau. Nous sommes faits physiologiquement de 70 à 80% d'eau. Donc, il faut pouvoir renouveler ce taux d'hydratation journalier. L'eau corporelle vous permet d'avoir un sang qui circule correctement, vous permet d'hydrater et d'oxygéner et d'apporter tout ce dont nos organes ont besoin pour fonctionner correctement. Et donc, c'est vital. La première cause de déshydratation, c'est la fatigue. Ou la première cause de fatigue, pardon, c'est la déshydratation. Donc, c'est vraiment la clé. Et quand on vous dit qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, c'est 1,5 litre d'apport hydrique, tout compris. Eau, café, thé, jus, potage, tout. Et idéalement, il faut quand même qu'il y ait les 2 tiers en eau, puisque l'eau va vous apporter des minéraux,
sauf si elle est chauffée, alors que le café, le thé ou le jus vont vous apporter soit ils sont chauffés, donc pas du tout de minéraux, soit les jus, c'est effectivement en source aussi c'est à la fois sur l'hydratation et à la fois sur un apport en fruits. Donc il faut faire attention à ça. Si je bois un verre de lait, c'est à la fois de l'hydratation et à la fois un apport en produits laitiers au niveau de ma représentation des apports journaliers nécessaires à ma bonne santé et au bon fonctionnement de notre organisme. Si nous devions résumer, c'est ce que j'appelle la règle des 5. À chaque repas, vous devez avoir une source de féculents, des pâtes, du riz, des pommes de terre et ou du pain, une source de légumes, une source de produits type viande, poisson ou œufs ou équivalent végétarien ou végétalien, au moins un des 2 repas, une source de produits laitiers, yaourt ou fromage, et un fruit cru ou cuit. Et l'eau. La base, c'est vraiment l'eau. Donc ça, à chaque repas. Je vérifie s'il n'y a pas de questions. Donc, les conséquences du vieillissement, on pourrait aussi avoir les conséquences d'un handicap ou d'une pathologie. On est bien d'accord. Le but, c'est de voir ensemble comment les conséquences jouent sur notre équilibre psychique et notre équilibre physique. Donc là, on voit que les conséquences du vieillissement, ça peut être un problème bucco-dentaire. Ça peut être un manque d'appétit, une modification du goût ou de nos habitudes, mais ça, on peut l'avoir aussi sur certains traitements. Vous avez certains traitements en fonction de notre tolérance et de notre seuil d'acceptabilité des médicaments. On peut avoir aussi un problème sur l'appétit, sur la modification du goût et de nos habitudes alimentaires, et comme ça peut aussi jouer sur l'état de nos dents. Déshydratation, on a vu que la première cause de fatigue, c'est la déshydratation. Si vous êtes fatigué, fatigable, ça veut dire que vous n'avez plus d'énergie au quotidien, à la fois pour bien manger, ça va jouer sur votre sommeil, c'est un cercle vicieux. L'ostéoporose, c'est quand la qualité de nos os n'est plus aussi intéressante et n'est plus aussi bonne qu'elle l'était. Dénutrition, on verra que le problème de la dénutrition, c'est quand effectivement nos apports protéino-énergétiques, c'est-à-dire en protéines et en énergie totale, ne permettent pas de combler nos besoins. Et la sarcopénie, c'est quand nous avons une diminution de notre masse musculaire. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on voit tous ces points qui peuvent être liés, alors je vous dis, on dit majoritairement au vieillissement, mais qui peuvent être liés aussi à d'autres pathologies, malheureusement. Et donc, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de limiter cette problématique et les effets secondaires qui peuvent en découler. Donc, les problèmes bucco-dentaires, mais c'est déjà les dents. Donc déjà, je vous rappelle qu'il faut se laver les dents régulièrement et qu'il faut laver les dents aux personnes régulièrement. Pour les personnes qui ont du mal, ça peut être aussi passer des cotons-tiges de bain de bouche pour éviter les mycoses ou ce genre de choses. Et l'hygiène bucco-dentaire, c'est vraiment très, très important parce que c'est la première étape de la digestion. Parce que vous allez mastiquer, vous allez commencer à broyer les aliments et à les digérer, vous allez saliver, et c'est ce qui va donner l'impulsion à votre estomac de lancer l'acidité pour pouvoir donner le deuxième effet de la digestion. Si vous arrivez avec des morceaux qui n'ont pas été préalablement suffisamment mastiqués, ça veut dire que ça va être des gros morceaux, ça veut dire que votre estomac va encore plus s'acidifier, donc risque de reflux qui peut jouer sur les dents, qui va jouer sur l'émail de votre dent et donc qui va faire que votre digestibilité ne sera pas optimum. Donc, vous allez perdre des bonnes calories, en fait, de la bonne énergie pour ça et vous allez dépenser encore plus d'énergie parce que ces gros morceaux, là, il va falloir les broyer, les voilà. Donc, tout ça, ça joue. Donc, les problèmes alimentaires et les problèmes bucco-dentaires, ce qu'il faut faire, c'est déjà vérifier si l'appareillage, s'il y en a un, il est bien adapté. Des fois, il n'est pas adapté, il vaut mieux faire sans en texture modifiée, c'est-à-dire soit mixé, soit écrasé à la fourchette, plutôt que de manger avec un appareillage qui se bloque, qui vous fait mal, qui engendre finalement des aftes ou des soins et des coupures. Donc ça, c'est déjà le premier point. Est-ce que mon appareillage, s'il y en a un, est-ce qu'il est adapté? Est-ce qu'il est bien collé? Est-ce que la tolérance est bonne ou pas? Est-ce que ça ne procure pas de lésions ou ça n'abîme pas les mandibules en supérieur et en inférieur? Et donc, c'est pour ça que je vous dis que des fois, il vaut mieux réajuster la texture du repas et ne pas mettre l'appareillage plutôt que d'avoir un appareillage qui n'est pas de bonne qualité.
Les soins, c'est-à-dire penser à vous laver les dents régulièrement. Comme je vous disais, si on a des difficultés pour le gargarisme et pour recracher, dans ces cas-là, pensez aussi aux petits, le petit goupillon ou le coton-tige imbibé de produits désinfectants de bain de bouche pour pouvoir quand même nettoyer et pratiquer des soins pour éviter les aftes, ce genre de choses. Adapter les textures en fonction de la masticabilité du patient. Donc, à la fois en fonction de si l'appareillage est adapté ou pas, en fonction de ce qu'il est capable de mastiquer, puisque c'est la première étape de la digestion, et l'énergie qu'il est capable de mettre là-dedans. C'est-à-dire que si vous savez qu'une personne est très fatiguée, et si vous lui servez par exemple cet été la brochette de bœuf qui demande beaucoup de mastication, eh bien, à un moment donné, il va vite perdre l'appétit parce que c'est trop dur pour lui. Donc, il faut réévaluer les textures et ce que l'on consomme. Tout ce qui va être viande de bœuf, par exemple, en ce moment, on arrive dans la saison des plats mijotés. C'est beaucoup plus facile que quand c'est un steak qui est grillé à la poêle, au niveau de la mastication, au niveau de la digestibilité, par exemple. Donc, tout ça, il faut y penser. Et tout ce qui est contrôle de fausse route, trouble, pardon, de la déglutition, qui peuvent aussi faire qu'à un moment donné, le patient, il a peur donc, il ne mange plus. Donc là, ça vaut le coup de faire un point chez l'orthophoniste pour voir si effectivement il n'y a pas de problème de fausse route ou de trouble de la déglutition et donc d'adapter les textures, d'adapter les contenants également. Donc ça, vraiment, les dents, c'est la clé. C'est parce que vous mastiquez bien que vous digérez bien. C'est aussi pour ça que des fois, on vous dit qu'il vaut mieux quelques bons implants plutôt qu'un appareillage qui sera de moins bonne qualité, parce que les implants font qu'il va y avoir une résonance osseuse, donc qui intègre ça dans votre tête, alors qu'un appareillage qui n'est pas bon n'impliquera pas une résonance osseuse. La résonance osseuse, c'est ce qui fait que vous allez saliver, c'est ce qui fait que vous allez commencer la digestibilité par votre estomac. D'où l'intérêt aussi de prendre le temps de manger tranquillement. Si vous mangez trop vite, ça arrive trop vite dans l'estomac, bon, vous n'arrivez pas à manger suffisamment parce que vous êtes déjà repu. Alors que si vous mangez plus doucement, ça arrive au fur et à mesure dans une consistance plus adaptée pour optimiser une bonne digestibilité. Le manque d'appétit, la modification du goût de nos habitudes alimentaires, c'est aussi une réelle problématique. Vous devez le vivre au quotidien. C'est-à-dire que notre problème, c'est que quand vous mangez quelque chose alors que vous n'avez pas faim, ben vous ne mangez pas assez. Et on a vu que quand il y a une pathologie, quand il y a un vieillissement, quand il y a un souci médicamenteux ou ce genre de choses, nos besoins sont augmentés. Donc, il faut manger plus. Et ça, c'est toute la difficulté de se dire, bah oui, mais manger plus, si j'ai pas faim, je fais comment? Donc, on le verra juste après pour avoir des petites astuces pour pouvoir augmenter l'apport énergétique de notre plat sans changer la quantité et la texture du plat. Donc, le manque d'appétit, ce qu'il faut, c'est essayer de prendre en compte le fait qu'on a besoin quand même de savoir ce que la personne aime ou n'aime pas, ce qu'elle est capable de manger ou pas capable de manger, que ce soit en texture, que ce soit en température, tout ça, ça va jouer. Et les goûts changent. Vous voyez bien, quand on dit c'était mieux avant, c'est souvenir de ce que l'on mangeait qui était mieux avant. C'est pas forcément ce qu'il y en a dans l'assiette. On a des goûts et des dégoûts. En vieillissant, il semble qu'on soit plus porté sur le sucré que sur le salé. Bien, il faut en tenir compte. Pour une personne qui a réellement besoin de manger, ben, à un moment donné, la priorité, c'est qu'elle mange. Alors, à nous de réajuster l'équilibre alimentaire, cette fameuse règle des 5, pour trouver des ruses, pour que l'équilibre soit maintenu, tout en optimisant un apport énergétique et un apport en qualité qui soit adapté aux réels besoins de la personne. Voilà. La modification des goûts, on l'a vu, et nos habitudes alimentaires. Alors, les habitudes alimentaires changent parce que effectivement les générations évoluent, mais il y a quelques années encore, vous auriez mis un plat sucré-salé au sein d'une maison de retraite, ils auraient eu du mal à le manger. C'était pas dans leurs habitudes. Il y a encore certaines personnes qui vont vous dire que les pizzas ou ce genre de choses, ces personnes d'un nombre d'âge finalement, en avançant dans l'âge, qui vont vous dire qu'elles n'aimaient pas ça, c'était pas dans leurs habitudes de manger ça. Alors que nous, ma génération, ça nous semble un peu plus logique. Donc, voilà. Et puis, ben, les habitudes vont aussi changer. Si vous êtes 3 ou 4 à table, ça ne fait pas le même effet que si vous cuisinez pour vous tout seul. Donc là, vos habitudes changent également. Si vous êtes très fatigué, vous faire à manger, ben, vous avez finalement déjà mangé parce que ça vous a demandé tellement d'énergie que vous n'avez plus l'énergie de passer à table. Donc, il faut aussi savoir se faciliter la vie sur ce que l'on peut proposer, sur ce que l'on peut manger.
Donc, les habitudes alimentaires peuvent être adaptées et modifiées pour maintenir la qualité et la quantité, mais alors on va miser sur le journalier, par exemple, en fractionnant les repas. Cette fameuse règle des 5 dont je vous parlais, si par exemple on sait que la personne, le petit goûter, elle aime ça, ou alors que le soir, typiquement, le soir, son bol de soupe et son yaourt lui suffisent. OK, sauf que nous, enfin, en tout cas pour moi, c'est pas assez d'un point de vue qualitatif et d'un point de vue quantitatif. Donc dans ces cas-là, on peut, et qu'elle se couche tard, on peut très bien imaginer rajouter un petit gâteau de semoule ou un petit riz au lait qui fera ou un petit pain perdu en fonction de si vous avez du temps ou pas pour cuisiner, qui fera que finalement, sur l'équilibre alimentaire, on va quand même avoir la source de féculents, mais en fractionné, en décalé, et c'est la gourmandise qui va prendre le dessus pour qu'elle puisse manger son petit riz au lait ou son gâteau de semoule. D'accord? Donc, cette fameuse règle des 5, elle peut être en one shot ou en fractionné pour essayer d'optimiser l'appétit et de limiter la fatigue que ça engendre. On va adapter le goût des repas. Comme je vous disais, si la personne elle est plutôt sucrée, le riz au lait, ça vous fait votre source de féculents, ça fait un apport en produits laitiers et ça permet quand même d'avoir quelque chose qui est appétant, qui fait envie. Et ça, c'est vraiment important aussi de miser sur l'envie de le manger. Puisque l'envie de le manger, on va jouer sur la gourmandise avec 2 cuillères de plus, alors que si en plus c'est pas bon, à la limite, elle va même pas y goûter. Donc ça, c'est important. Les textures, je le répète, et je signe et je resigne, il faut vraiment adapter la texture par rapport à la dentition, par rapport à la personne qui est capable ou non de manger, et puis la texture aussi sur tout ce qui va être température et le contenant. Si vous en mettez trop dans l'assiette, ça peut couper l'appétit. Il vaut mieux 2 petites fois à température, à bonne température, plutôt qu'une grosse fois où c'est trop vite froid. Et puis, vigilance sur les médicaments en début de repas et sur le nombre de médicaments journaliers. Si vous commencez votre repas en vous faisant 3 grands verres d'eau parce qu'il faut avaler les médocs, ben vous êtes pleine d'eau, vous n'avez plus faim. Et souvent, par habitude, on prend les médicaments en début de repas pour être sûr de ne pas les oublier, mais il y a très très peu de médicaments qui nécessitent d'être réellement pris en début de repas. Donc, il y a des médicaments qui peuvent se prendre, qui peuvent être intégrés, par exemple, au potage, au yaourt ou à ce que l'on mange. Donc, ça, faites attention. Ça vaut peut-être le coup aussi de reparler de ça au médecin pour vérifier s'il n'y a pas des nouveaux médicaments qui peuvent faire du 2 en 1 ou du 3 en 1 pour éviter d'avoir une liste de médicaments trop importante. Voilà. Et le moment où on va les consommer, on va les prendre. Alors, c'est pareil pour les personnes qui ont un problème de thyroïde. Le matin, on vous demande de prendre votre traitement pour la thyroïde 10 minutes à une demi-heure avant le petit déjeuner. Là, c'est réel. Là, il faut vraiment le prendre. Si vous le prenez au moment du repas, dans ces cas-là, le repas fait que ça inhibe le traitement. Donc ça, par exemple, on a un réel intérêt à le prendre avant. Mais c'est une demi-heure avant le repas. Donc votre eau, elle a eu le temps de passer et donc vous avez quand même de l'appétit. Pareil, quand on vous dit qu'il faut s'hydrater régulièrement, si vous vous hydratez de trop, ça veut dire que vous buvez de trop, vous dilatez trop l'estomac qui est rempli de flotte, donc il n'a plus faim. Donc faites aussi attention à ça. Donc là, l'hydratation, c'est important. La première cause de fatigue, c'est la déshydratation. Et il faut boire environ 1,5 litre d'eau par jour, tout compris. Eau, café, thé, jus, potage. Et je me répète, idéalement, il faut qu'il y ait quand même au moins 0,75 à 1 litre d'eau pour être sûr qu'on ait les minéraux qui vont en conséquence. L'eau peut être plate, gazeuse. Si elle est gazeuse, vous évitez juste tout ce qui est les eaux trop salées quand il y a un problème d'hypertension. Et puis, pensez à la température. Des fois, c'est plus facile de boire une eau très fraîche qu'une eau à température ambiante. Pareil pour le chocolat du matin, pour le café ou le thé. Vérifiez les températures. Réajustez aussi les contenants. Des fois, vous avez les bouteilles ou les carafes qui sont soit trop lourdes, soit inadaptées. Je cite la marque Cristalline avec ses petits bouchons là qui ne se retirent plus. Déjà, le plastique est très souple, donc il n'est pas facile à prendre ou à maintenir. Et donc, souvent, ça plisse. Et puis, le fait d'avoir les petits boutons qui ne se retirent pas, ben, finalement, il faut pouvoir réajuster aussi pour que le bouchon n'entame pas le fait que ça risque d'être plutôt en dehors du verre que dans le verre. Pensez au contenant. Ça peut être des petites tasses avec un petit bec canard pour plus de facilité. Ça peut être des tasses à 2 onces, par exemple, pour le potage, pour l'eau, pour le café, où finalement la personne est en mesure de boire aussi s'il y a un handicap ou comment on appelle ça? Excusez-moi, je cherche mon nom.
ou quand il y a du Parkinson, par exemple. Ça peut être aussi des tasses qui maintiennent au chaud pour que les personnes puissent boire au chaud tout au long de la matinée. Ça peut être également des gourdes avec des sirops, des bouchons sport ou des pailles pour que ce soit plus facile aussi à appréhender la déglutition. Donc tout ça va jouer. Donc les signes de déshydratation, ça va être si vous vous pincez comme ça ne se remet pas bien en place. Ça va être des cernes un peu violacées sous les urines. Alors là, soit ça ne va pas du tout aux toilettes, soit pas beaucoup. Et là, les urines sont très jaunes et très odorantes. Ça peut être un peu des pertes de connaissance. C'est-à-dire que la personne peut vous faire répéter plusieurs fois la même chose, n'est plus tout à fait des étourdissements, par exemple. Et puis, le fait que la langue va être très pâteuse, très raide, et un manque de salivation. Donc, tout ça sont des signes qui peuvent vous alerter sur le fait que la personne est déshydratée. Et par contre, pour faire le point, savoir si la personne boit suffisamment ou pas, vous pouvez réaliser le test de la bouteille vide. C'est-à-dire que vous prenez une bouteille d'1,5 litre vide, et à chaque fois que la personne boit quelque chose, que ce soit eau, café, thé, jus, potage, vous mettez l'équivalent de ce qu'elle a bu dans cette fameuse bouteille vide, pour vous rendre compte, en fonction des différentes journées, semaines, week-ends, de combien la personne s'hydrate. Est-ce qu'il faut booster un peu plus, et quels sont les apports que nous pourrions augmenter? Est-ce que c'est un thé dans la matinée? Est-ce que c'est un verre d'eau en milieu de matinée? Est-ce que de l'eau pétillante marche plus que de l'eau plate? Enfin, voilà. Et puis, vous réajustez le tir. Donc, c'est 1,5 litre d'apport hydrique tout compris par jour. Quand il fait très très chaud, vous allez aussi augmenter un peu au niveau des températures, parce que la température fait qu'on se déshydrate plus vite, mais vous allez aussi spontanément manger, et ça vaut pour tout le monde, plus de crudité, plus de fruits gorgés d'eau, donc c'est pas la peine non plus de leur filer 1,5 litre en plus, hein. On ne double pas forcément la mise. Parce que si on boit de trop, dans ces cas-là, on est plein d'eau et donc on n'a plus faim. Donc adapter le contenant, on a vu, adapter le contenu pour que ça fasse son effet et pour que ce soit agréable en bouche et appétant. D'où l'intérêt aussi de jouer sur les températures. L'ostéoporose. L'ostéoporose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une dégradation de l'os, c'est-à-dire que notre os est un peu plus spongieux, il est moins dense et donc il risque plus de se fracturer, de se casser. Là, vous avez sous les yeux deux schémas avec en tout début un os de qualité normale et en bas un os de qualité ostéoporotique, c'est-à-dire moins dense. Et donc, en fait, ce qui se passe, si on devait comparer ça, je pourrais le comparer à une éponge. Une éponge, vous savez, avec l'intérieur jaune et l'extérieur vert. C'est-à-dire qu'à mon âge, à tous les âges, mais plutôt chez les enfants, chez les jeunes adultes, chez les adultes, cette éponge, l'extérieur, le côté gratounette vert, vous permet d'encaisser les chocs et le côté jaune vous permet d'absorber le choc, de faire résonance. Si en vieillissant, le verre est abîmé parce qu'il a été fortement utilisé, sollicité, eh bien, il n'encaisse plus le choc, il ne fait plus barrière. Et vous voyez que sur une éponge usée, je vous fais grâce de l'éponge usée, eh bien, c'est beaucoup moins, ça retient moins l'eau en fait, donc ça absorbe moins le choc, donc la résonance risque de faire casser l'os plus facilement. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. C'est-à-dire que au quotidien, notre os est amené à se modifier, à être de moins bonne qualité en vieillissant, comme vos yeux, comme l'odorat, comme la peau qui va avoir un peu moins d'élasticité. Ça, c'est normal. On vieillit tous. C'est des symptômes du vieillissement, c'est des effets secondaires du vieillissement. Par contre, cette maladie qui s'appelle ostéoporose accentue le fait que c'est abîmé, ça se dégrade beaucoup plus rapidement. On aura toujours de quoi réinitialiser de l'os après une fracture. Par contre, la problématique, c'est que si la personne est déjà fatiguée ou fatigable, est déjà dénutrie, est déjà dans un état de santé qui n'est pas très bon, eh bien, ça veut dire qu'elle va mettre beaucoup plus de temps à réparer son os, donc à moins bouger, donc à perdre en motricité, en vélocité et donc en assurance. Et donc souvent, c'est ce qui fait que ça rajoute un effet secondaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle n'est plus en mesure de rentrer chez elle ou de se bouger comme elle se bougeait avant. Donc ça doit être à prendre en compte. On sait qu'il y a à peu près 400 000 fractures chaque année.
tout compris. Ça peut être les poignets, ça peut être fémur, ça peut être tibia péroné, ce genre de choses. Et pour la majorité, c'est un signe comme quoi il peut y avoir de l'ostéoporose, puisque ce sont des fractures spontanées ou des fractures liées à un petit choc qui n'aurait pas dû engendrer une cassure. Donc, on a 40 000 nouveaux cas de tassement vertébraux en France. Il y a 35 000 fractures du poignet et 50 000 fractures du fémur par an. Tout ça n'est pas sans risque. C'est-à-dire que si vous êtes déjà fatigué, si vous êtes déjà vieillissant, si vous avez déjà du mal à vous bouger, ça veut dire que vous risquez d'avoir encore plus de mal parce que vous allez mettre du temps à vous remettre de cette fracture. Donc, il faut faire attention à ça. Les facteurs qui peuvent engendrer un problème d'ostéoporose, ça va être les carences en calcium, que l'on ne trouve principalement que dans tout ce qui est produits laitiers. On en trouve ailleurs, bien évidemment, du calcium. La seule chose, c'est que le degré d'absorption n'est pas le même. Donc, sur du calcium laitier, on va être une absorption à environ 30%, alors que sur du calcium végétal, nous sommes qu'à 5%. Donc, ça veut dire qu'il faut en manger 6 fois plus. Carence en vitamine D, c'est le soleil, et ça, c'est le cercle vicieux. Vous n'allez pas bien, vous êtes enfermé, donc vous ne voyez pas la vitamine D, vous ne voyez pas le soleil, donc vous ne stimulez pas l'activité de la vitamine D, et donc vos os sont plus fragiles. Majoritairement les femmes, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que maintenant, l'espérance de vie fait que les hommes aussi, mais plutôt vers 70 ans que vers 50 ans pour nous les femmes. Minceur excessive, ménopause précoce, antécédents familiaux et le manque d'activité physique. L'alcool et le tabac, bien évidemment, jouent un effet négatif sur cette pathologie. Donc, au niveau des astuces nutritionnelles, il faut des apports en protéines suffisants. Donc, nous avons vu que les apports en protéines, c'était tout ce qui était viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer et produits laitiers, ou une bonne association en acides aminés complémentaires sur la famille des féculents, la vitamine D via le soleil ou via le complément, et le calcium via les produits laitiers. Si la personne ne consomme pas du tout de produits laitiers type lait en règle générale, pensez que ça peut être du lait de vache, du lait de chèvre, du lait de brebis. C'est pareil au niveau de l'apport calcique. Ou alors certaines eaux calciques contre Aix-Courmayeur, mais qui ne se chauffent pas, sinon le calcium reste au fond de la bouilloire. Donc les protéines, via le fer, tout ce qui est œufs, poissons, abats, produits de la mer, via le calcium, sur tout ce qui est produits laitiers. Et là, je vous dis, s'il y a des problèmes de digestibilité, ça peut être chèvre ou brebis plutôt que de vache, en fonction de nos tolérances et de notre état d'esprit à ce niveau-là. S'il y a des compléments, plutôt tout ce qui est produit type amandes, lait d'amande, tout ce qui est soja ou ce genre de choses, attention, souvent ce ne sont pas des enrichissements calciques laitiers mais végétales et donc le degré d'absorption n'est pas le même. Donc ça ne couvre pas tous les besoins. La vitamine D, c'est parce que le soleil sur notre peau nous permet de synthétiser cette vitamine D qui va augmenter notre absorption intestinale au niveau calcique et qui va nous permettre de mieux fixer le calcium sur l'os. Donc, c'est vraiment important, sans forcément se mettre en maillot de bain, mais le fait de remonter les manches, le fait d'avoir les jambes nues l'été et d'être dehors, c'est déjà bien. Et qui dit dehors dit bouger un peu, qui dit, dans ces cas-là, stimulation de votre muscle. Je vous rappelle Oscar qui tient debout grâce à la tige de fer. Donc, c'est vraiment important de jouer à la fois sur de l'activité physique, qui peut être de l'activité physique de chaise, de la gym douce ou ce genre de choses, et en même temps, une activité qui peut se faire à l'extérieur pour pouvoir respirer un grand coup, c'est déjà bon. Hein. Le soleil, ça fait que du bien. Hein. On voit tous. Hein. On en est en manque tous de soleil. Et on voit bien qu'on en a besoin, et physiologiquement parlant, besoin. Donc, le calcium, si on ne prend pas de calcium, je vous ai dit qu'il y a des équivalents au niveau végétal. Par contre, un grand verre de lait, c'est l'équivalent de 3 litres d'eau du robinet. Une part de camembert, donc on parle bien de 30 grammes, hein, on ne parle pas de la moitié du camembert. Hein. C'est 2 baguettes et demie, un yaourt, c'est 3 oranges, et 30 grammes d'emmental, c'est 1 kilo de chou vert. Donc là, au niveau du chou vert, autant vous dire que vous risquez plutôt d'avoir des troubles digestifs qu'un réel problème de calcium. Donc faites attention aussi à ça. Voilà, pour vous dire que si on dit 2 à 3 portions de produits laitiers, voilà à quoi ça correspond une portion. Donc, je veux dire 30 grammes d'emmental, moi qui viens, ou 30 grammes de camembert, moi qui vis en Normandie, ils vous diront que ce n'est pas beaucoup. Donc, faites attention à ça. L'activité physique. Comme je vous disais, l'activité physique, c'est primordial. C'est primordial parce que si on bouge bien, ça veut dire qu'on se muscle bien et qu'on maintient un muscle en bonne santé et de bonne qualité. Ça veut dire aussi qu'on bouge et pour la tête, ça veut dire qu'on sort, qu'on voit autre chose. Et cette activité physique, elle peut être en extérieur, en intérieur, elle peut être adaptée en fonction des problématiques et des pathologies. Ça, c'est vraiment important. Et on ne vous demande pas de faire le marathon de New York.
Aller chercher le pain à pied, c'est déjà de l'activité physique. Monter et descendre des escaliers, c'est déjà de l'activité physique. Voilà. Faire du ménage, c'est déjà de l'activité physique. C'est tout ce qui vous met en mouvement. Ça, c'est important. Et la sarcopénie, ça se définit comme une baisse progressive et généralisée de la masse musculaire. Donc, c'est une pathologie. Si vous n'avez plus assez de muscles pour vous bouger, ça veut dire que vous êtes alité, ça veut dire que vous perdez encore plus de muscles. Et donc, Eric, vous pouvez mettre votre question sur le chat si vous voulez. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, vous aurez d'autant plus de mal à rebouger parce qu'il va falloir refabriquer du muscle. Pour refabriquer du muscle, il faut manger suffisamment de protéines et il faut bouger suffisamment. Si vous mangez toutes les protéines que vous voulez, mais que vous ne bougez pas, ça ne marche pas. C'est vraiment, et je mange des protéines de bonne qualité, biologiques, et je bouge pour que ça se remette en route et ça fabrique du muscle. Donc, c'est la performance physique des patients et la force qui va vous aider à jouer, d'où l'intérêt quand même de bouger, quelle que soit l'activité physique, mise en mouvement. Donc là, vous avez la différence. Ça ne marche pas. Ah oui, sur l'effet du vieillissement du muscle. C'est-à-dire que là, pour une réduction pour un sujet jeune actif et un sujet âgé sédentaire, eh bien, vous voyez bien que sur une même dimension de muscle, ce qui joue, c'est vraiment le muscle. Le muscle, c'est ce qui est en gris pâle, et le reste, c'est soit de l'eau, soit du gras. Donc, et en blanc, c'est l'os. Donc, on voit vraiment que la différence là, oui, effectivement, c'est une différence sur un sujet jeune et un sujet âgé, mais on aurait exactement la même chose si pour un sujet du même âge qui était actif ou sédentaire. Et ça, si vous décidez aujourd'hui de vous remettre à bouger, vous allez regagner du muscle. Alors que l'os, une fois qu'on a perdu du calcium et qu'on a un os qui est fatigué, on peut que le maintenir au même niveau. Donc vraiment, le muscle, c'est quelque chose de très intelligent et qui permet de restimuler une dynamique musculaire. Et ça, on peut la faire au quotidien. Ça peut être des pétaliers de chaise, ça peut être ce genre de choses. Franchement, il faut y penser. Donc, les astuces alimentaires pour tout ce qui est problème de fonte musculaire, c'est adapter les protéines. Et des fois, il vaut mieux manger en petite quantité plutôt qu'une grosse fois qui risque de vous écœurer ou de vous fatiguer. Ça peut être une tranche de jambon, un œuf dur, ça peut être rajouter un pot de fromage ou une tranche de jambon au petit déjeuner si vous appréciez un petit déjeuner plutôt salé. Ça peut être dans le potage, par exemple, du soir, avoir un peu de bacon ou un peu de jambon, ce genre de choses pour stimuler, ou un reste comme un bouillon, si vous voulez, pour pouvoir stimuler aussi cet apport en protéines. Pensez aux produits laitiers et pensez à avoir aussi un apport en féculents suffisant, puisqu'on a vu que les féculents nous permettaient aussi d'avoir des protéines d'origine végétale. Et puis bien bouger pour stimuler la fixation des protéines sur votre capacité musculaire. Donc, activité physique, c'est quelle que soit l'activité physique. Et je me répète, c'est plutôt de la mise en mouvement que vraiment une activité sportive intense. Il vaut mieux marcher un petit peu tous les jours plutôt qu'une grosse fois. Si vous y allez une grosse fois, vous allez avoir mal partout et vous ne vous en remettrez pas. Alors que si vous y allez tous les jours, vous allez progressivement gagner en vélocité et en dynamisme. Donc, la dénutrition, la définition, c'est que finalement, nos besoins de l'organisme augmentent et on n'arrive pas à avoir des apports nutritionnels qui augmentent à la même vitesse. Donc, il y a des équilibres. Et donc, la dénutrition, c'est une diminution des apports protéino-énergétiques, donc protéines et calories en règle générale. Et donc, c'est un déséquilibre de la balance au niveau énergétique. C'est une insuffisance d'apport protéino-énergétique. Et donc, on voit bien que la dénutrition, si elle commence à s'installer, et si on la laisse s'installer, finalement, on va avoir des infections liées à ça, des effets secondaires qui ne sont pas forcément rattrapables dans le temps, ou qui peuvent maintenir un certain degré de séquelles, et ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc, on est tous acteurs maintenant pour limiter la dénutrition, pour faire en sorte que le reste suive. Si on inverse la spirale, tout va bien. Il ne faut pas laisser la spirale s'installer. Donc, les astuces alimentaires, c'est valoriser les protéines d'origine animale, qui sont quand même de bonne qualité nutritionnelle et qui ont tous les acides aminés essentiels dont nous avons besoin. Et là, pensez à fractionner les quantités et aussi peut-être à orienter sur un petit déjeuner plutôt salé, sur avoir des collations qui peuvent être un petit peu salées. Ça peut être intéressant. Valoriser les apports en matière grasse de bonne qualité.
Et par exemple, pensez à ajouter du beurre, de la crème fraîche ou des choses comme ça pour stimuler quand même ces bonnes matières grasses et un peu d'apport énergétique en complément. Fractionner les repas, donc la fameuse règle des 5 qui peut être en one shot ou en plusieurs fois pour être sûr qu'on a tout ce dont nous avons besoin. Et puis stimuler l'appétit. Et là, on joue sur le goût, sur les sensations, sur la texture et sur les températures. Pour l'enrichissement, si vous êtes vraiment dénutri, on peut vous proposer en pharmacie des compléments nutritionnels oraux qui ne sont pas toujours très bons et faciles à prendre, qui peuvent être vite écœurants. Là, pensez à faire le test de la température. Est-ce que ce complément nutritionnel oraux, je l'aime à température ambiante, froid ou chaud? Ça peut jouer. Varier les goûts. Souvent, on vous dit chocolat, vous avez que du chocolat pendant 3 semaines, alors que si vous pouvez varier les goûts, c'est intéressant. Et ces compléments nutritionnels oraux peuvent être aussi neutres. Et ça, c'est intéressant parce que ça se rajoute dans les yaourts, dans les compotes, dans les potages, dans une purée, dans tout ça. Sinon, vous avez également un enrichissement alimentaire classique, donc via tout ce qui est viande, poisson ou œuf. Le lait en poudre, qui là va être riche en bonnes matières grasses et riche en protéines. Et une cuillère à soupe de lait en poudre dans votre potage, dans votre compote, dans votre yaourt, dans votre purée, ben, finalement, gustativement, ça ne va pas changer grand-chose, mais au niveau nutritionnel, on va augmenter les apports de façon tout à fait intéressante. Tout ce qui est produits laitiers, alors, ça peut être le fromage dans le potage, ça peut être le petit riz au lait, ça peut être ce genre de choses. Et puis, pensez aussi aux bonnes matières grasses dont nous avons physiologiquement besoin, quel que soit notre âge. Et comme je disais tout à l'heure, la problématique du jeûne nocturne, où des fois, si le repas du soir n'est pas suffisamment copieux, pensez à intégrer une petite collation dans la soirée adaptée, parce que le yaourt bol de soupe ne suffit pas quand on est 12 heures sans manger. Donc là, ça peut être une petite collation adaptée au goût de la personne, en texture et en appétence surtout. Donc voilà. Donc là, pensez aussi plutôt si la personne est plutôt bec sucré, ça peut être une tarte, ça peut être un flan, ça peut être du clafoutis, ça peut être riz au lait ou ce genre de choses qui font un apport à la fois en féculents et en matière grasse et en produits laitiers et qui peuvent très bien s'enrichir assez facilement avec du lait en poudre. Donc, prendre le temps de manger, de mastiquer dans un contexte sain et serein, c'est important. On a vu, c'est la première étape de la digestion. Et donc, à la fois, si on a des bonnes dents, ben, il faut mastiquer. Si on n'a pas de bonnes dents, réajuster la texture. Et des fois, la texture peut aussi, si la personne reprend un peu de force, eh bien, de tout d'un coup, elle aura peut-être plus d'énergie aussi pour remastiquer. Donc, ce qui est vrai maintenant n'est pas vrai demain ou après-demain. Si la personne, elle a des aphtes plein la bouche, c'est sûr qu'elle va avoir du mal à mastiquer. Donc, une texture hachée ou lisse sera plus facile. Et puis, quand les aftes ont été traités, dans ces cas-là, on reprend une texture normale. Pensez aussi à revérifier, dans un sens comme dans l'autre. Donc, tout ce que je vous ai dit, en fait, c'est des petits riens qui font toute la différence. Et tous ces petits riens, elles sont valables à la fois pour les personnes que vous aidez, mais aussi pour vous. La règle des 5, c'est la base, elle est valable pour tout le monde. L'hydratation, elle est valable pour tout le monde. Et je me répète, souvent, c'est les dents qui flanchent avant les dés. Donc, faites aussi attention à vous, à vos goûts, vos sensations, à vous faire du bien, à sortir, à aller marcher, à aller, voilà. Des fois, ça nous coûte, mais on est content de l'avoir fait. Et c'est un cercle vicieux pour éviter cette spirale infernale de la dénutrition. Et préservez les dents, parce que si vous n'êtes plus là, eh bien, il n'y a plus d'aide. Donc, vous êtes le maillon fort de cette spirale, de cet engrenage qui doit passer sur du positif et pas sur du négatif. Donc, règle des 5, hydratation, c'est la clé. Sortir, bouger et savoir aussi se faire plaisir. Je suis à votre disposition pour quelques questions. Merci beaucoup, Laure. Avant de conclure, donc je vous invite à répondre à notre questionnaire de satisfaction. C'est important pour nous que vous le remplissiez, que vous le complétiez intégralement, pour que nous, on puisse faire un retour à nos financeurs, mais également à nos présentateurs, nos intervenants, pour voir s'il y a des choses à améliorer. Et puis, comme tu l'as dit, Laure, moi j'ai oublié de le dire au départ, mais hier, c'était la journée nationale des aidants. Et donc hier, le 6 octobre, et je tenais, comme on parle des aidants, à vous signaler que demain soir, donc mardi 8 octobre, sur France 5, il y a un magazine. Alors, il y a deux magazines qui se suivent, qui s'appelle Aidants, il est temps de les aider, présenté par Théo Curin,
où une célébrité, en l'occurrence Bruno Solo sur le premier épisode et Clémentine Célarier pour le deuxième épisode, vont aller remplacer des aidants. Et Théo Curin va s'occuper et va faire souffler un peu les aidants pendant 2 jours. Donc je pense que c'est un très très beau concept. Je vous invite à le regarder. Donc voilà, pour le questionnaire de satisfaction, je vous mets le lien dans la barre de conversation. Mais vous l'avez également sur la diapositive, il suffit de cliquer dessus. Notre prochaine visio, c'est jeudi. On va parler avec Isabelle Palassin. Je retrouve le sujet, excusez-moi, de Toc Toc, ça c'était la semaine prochaine. C'est toujours à propos des aidants, c'est être aidant sans s'épuiser. Toutes ces visioconférences seront visibles sur notre chaîne YouTube. Donc vous avez tous nos replays sur la chaîne YouTube. Vous avez le lien sur la vidéo, sur la diapositive. Sinon, vous cherchez Movadom sur YouTube, vous allez trouver. Pour vous inscrire à nos prochaines visioconférences, c'est go.movadom.com/visio. Et puis, toujours sur le site internet de Movadom, vous pouvez télécharger gratuitement le livre audio Ça déménage chez les seniors et les différents podcasts sur les déménagements de seniors. Si vous avez la moindre question, un petit mail à contact@movadom.com. Encore merci à la conférence des financeurs du Val-de-Marne, et à la CNSA. Et merci beaucoup Laure. Et on se retrouve tout de suite pour les questions-réponses.